Merci Carole. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez tous bien ainsi que votre entourage. Et je vais commencer par dire que vous me manquez, comme je pense qu'on se manque à tous. On arrive à travailler de loin, mais c'est quand même plus sympathique de se voir. Et je voudrais remercier Carole et Simone Matoulin-Pellissier pour m'avoir invité à venir parler de à quoi ça sert un test, diagnostic, dépistage, pistage et de lancer cette, cette série de webinaires. Alors, je vais commencer par dire aussi que je n'ai pas de conflit d'intérêt dans ce sujet-là, et puis vous présenter les objectifs de ma présentation. Si ma diapo suivante veut bien venir, oui, voilà, ça y est. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par quelques définitions très simples. Qu'est-ce que c'est qu'un test? Qu'est-ce que c'est que le diagnostic? Qu'est-ce que c'est le dépistage? Qu'est-ce que c'est le pistage éventuellement? Et puis ensuite, je vais utiliser quelques éléments méthodologiques, mais aussi très pratiques qui permettent de comprendre comment on caractérise un test et puis quelles questions se posent quand on veut l'appliquer au diagnostic ou au dépistage, qui ne sont pas exactement la même chose. Et puis effectivement, en utilisant la situation actuelle et tout ce qu'on entend dire sur notamment la sortie des confinements, l'utilisation des tests dans certains pays, je vais essayer de vous illustrer la difficulté de la décision en santé publique concernant l'utilité que peuvent avoir éventuellement des tests, mais dans un contexte comme celui que nous vivons tous en ce moment, qui est un contexte de grande incertitude scientifique notamment. Alors, quelques définitions. Un test, c'est quoi? La définition dans le Larousse, c'est toute circonstance qui permet de mesurer quelque chose. Le mot-clé ici, c'est qu'on va essayer de mesurer, et je discuterai un petit peu plus tard, qu'est-ce qu'on essaye de mesurer actuellement. Il y a deux contextes en santé qui nous intéressent particulièrement. C'est ce qu'on appelle le diagnostic. Et le diagnostic, vous le savez tous, c'est le temps de l'acte médical qui permet d'identifier la cause de l'affection, de la maladie, de la raison pour laquelle un patient vient voir un médecin ou un professionnel de santé. Donc, la cause de l'affection dont un patient est atteint. Donc ça, c'est dans l'acte médical, la personne vient pour demander une mesure de son état de santé. Alors que le dépistage, c'est une circonstance complètement différente qui consiste à essayer de détecter de manière précoce un trouble latent, une maladie qui n'est pas encore visible, qui n'est pas symptomatique, les gens ne savent pas qu'ils sont malades, et on va leur proposer d'appliquer un test, mais pas simplement pour savoir s'ils sont malades ou non, mais avec un but très précis, qui est de mettre en œuvre une intervention précoce. Il y a déjà donc une différence fondamentale entre diagnostic et dépistage, c'est que dans le diagnostic, la personne vient pour demander un test, et dans le dépistage, c'est le système de santé qui va chercher la personne pour lui proposer un test. Donc, au cœur de ces deux démarches en santé, il y a les tests. Alors, c'est quoi un test? Et comment on caractérise un test? Alors, un test, d'abord, on le caractérise par sa nature. Alors, ça peut être un objet. Je vais vous montrer des exemples sur la diapo suivante. Des machines, un dispositif, ou une activité du professionnel de santé, par exemple l'examen clinique, c'est un test qui va avoir comme but de mesurer un phénomène, c'est son premier rôle, il va mesurer un phénomène, la présence de la maladie ou autre chose, là aussi je reviendrai sur ce qu'on peut mesurer, et qu'on va appliquer dans une population ciblée, qui dans le cadre du dépistage peut être une population générale, qui peut être un groupe à risque, et dans le cadre du diagnostic, va être les malades. Donc, on va avoir des populations ciblées complètement différentes selon qu'on est en dépistage ou en diagnostic. Et il faut bien garder en tête quelque chose de très important, c'est qu'on a un but quand on mesure quelque chose sur une population ciblée. Et ce but, ça peut être de soigner la personne, c'est le cas quand on est en diagnostic, la personne demande à être guérie, à être soignée, à être prise en charge. En santé publique, ça peut être une action de toutes sortes. Le confinement, par exemple, c'est une action.
Ça peut être aussi un but épidémiologique, de surveillance de l'état de santé de la population, mais ça peut être aussi, c'est ce que nous faisons à l'ISPED, au BPH, quand on fait de la recherche, mais on va mesurer beaucoup de choses, on va observer des choses avec des tests. Alors vous avez vu qu'en parenthèse, j'ai mis des petites abréviations pour ces 4 types de buts, parce que je reviendrai là-dessus pour voir qu'en fait, les tests, on peut avoir plusieurs buts, mais il faudra bien se poser la question de quel but on a quand on veut appliquer un test ou quand on nous dit il faudrait appliquer un test. Et puis bien sûr, dernière définition, c'est quelle est la performance métrologique, excusez-moi pour ce mot barbare, mais qui veut dire la performance en termes de qualité d'une mesure par rapport à l'objectif que l'on se fixe. Et l'objectif, ça peut être simplement de découvrir la maladie, c'est ce qu'on essaie de faire dans le dépistage. Ça peut être d'exclure la présence d'une maladie ou de confirmer sa présence dans le cadre d'une deuxième étape du dépistage ou dans le cadre du diagnostic, ou ça peut être aussi de prédire l'avenir de la personne dans le cadre de ce qu'on appelle le pronostic. Alors, je vais commencer par donner quelques exemples et vous ne serez pas étonnés de voir que je prends l'exemple des tests pour diagnostiquer la présence du virus ou l'existence de la maladie qu'on appelle le Covid-19. Alors la nature, je vous ai montré des photos, vous en voyez plein similaires aux informations actuellement. Les fameux écouvillons pour aller chercher au fond du nez, dans le pharynx nasal, nasopharynx, la présence du virus. À côté, vous avez des tubes. À côté, vous avez une machine qui a été proposée pour faire des tests rapides. Et puis, tout à fait à droite, vous avez un téléphone portable avec une application, qui est une des applications que l'on peut trouver sur Internet pour savoir si on a la maladie ou non. Et ce type d'applications qui vont être proposées éventuellement pour faire du traçage, du pistage des personnes malades et leurs contacts. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de mesurer? Qu'est-ce qu'on peut mesurer avec ce type de test? Premièrement, on peut mesurer ce qu'on appelle l'exposition au risque. Le fait, par exemple, que l'on a été en contact avec une personne qui est malade ou qui est porteuse du virus. Et vous voyez qu'en parenthèse, j'ai mis que ça pouvait être fait dans un but de recherche, dans un but de surveillance épidémiologique, mais aussi dans un but d'action. Et c'est toute la discussion qu'il y a, par exemple, autour de l'utilisation des applications pour vous signaler en tant que citoyen qu'éventuellement vous avez été en contact avec quelqu'un qui était porteuse du virus. Deuxième phénomène que l'on peut vouloir mesurer, avec des tests plutôt biologiques, mais aussi éventuellement avec la compilation d'informations sur votre état de santé, c'est la présence du virus dans l'organisme. Donc ça peut être fait pour tout type d'action, recherche, surveillance, soins et action de santé publique. Là, le soin apparaît, puisque une fois que vous êtes porteur du virus, éventuellement, on veut pouvoir faire quelque chose, et c'est surtout tous les débats sur quel traitement donner à quel stade de la maladie. Alors, troisième phénomène, c'est le fait que vous soyez malade avec ou non des symptômes, et probablement avec des symptômes. Donc là, on peut être dans le soin, et on est typiquement dans le diagnostic, parce qu'il y a une plainte, il y a des manifestations, mais on peut être aussi dans recherche-surveillance. Alors, je ne vais peut-être pas continuer à répéter recherche-surveillance, parce que vous voyez que recherche et surveillance, on peut le trouver partout. Après, ce qui peut vouloir nous intéresser dans le cadre de cette maladie et de cette infection, c'est est-ce qu'on a fait une réaction immunitaire? Est-ce qu'on peut diagnostiquer que non seulement vous avez été en contact avec le virus, vous avez été éventuellement malade, mais que vous avez fait la réaction immunitaire qui est susceptible de vous protéger contre la maladie ou de faire que vous ne pouvez plus diffuser le virus. Et donc là aussi, il peut y avoir une action en plus de la recherche et de la surveillance. Et la réaction immunitaire, c'est de dire, par exemple, on va vous libérer parce que vous êtes protégé. Donc, autre chose que l'on peut mesurer, c'est la protection contre la maladie
beaucoup, c'est la contagiosité contagieuse. Est-ce qu'on peut agir sur la contagiosité pour la diminuer? Est-ce qu'on peut faire une action de santé publique? J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai eu un petit signal comme quoi ma connexion n'était pas très très bonne. Ouais, ça a coupé 10 secondes peut-être. Voilà, 10 secondes. Donc je reprends peut-être sur la contagiosité qui est intéressante parce que on veut pouvoir faire quelque chose éventuellement pour éviter que vous restiez contagieux et éventuellement pour protéger d'autres personnes. Je passe à la diapo suivante. Donc, c'est faire le lien entre ce phénomène mesuré et puis à quelle population ça s'applique. Alors, quand on est en recherche, quand on est en surveillance, quand on est dans tous ces phénomènes que l'on veut mesurer, on peut s'intéresser à la population générale, on peut s'intéresser à des groupes à risque, et puis il y a certaines de ces phénomènes, les 4 derniers, qui peuvent ne concerner éventuellement que des populations de malades. Alors, dans les populations ciblées, j'aurais pu rajouter un autre type de définition de population, c'est des échantillons. Pour faire de la surveillance épidémiologique, par exemple, pour savoir, par exemple, dans la population française, quel est le taux quelle est la part de la population qui a été atteinte et qui est protégée, qui est contagieuse, on pourrait se contenter de faire des approches par échantillonnage épidémiologique. On n'a pas besoin de faire toute la population si on a simplement comme objectif de faire de la surveillance épidémiologique. Et il y a, peut-être que vous en avez entendu parler, des discussions par des épidémiologistes en disant, d'une part, c'est très important de savoir quelle est la pénétration du virus dans la population. Est-ce qu'on a atteint, est-ce qu'on peut atteindre cette fameuse immunité de groupe qui protégerait toute la population? Ben pour le faire, on pourrait se contenter de cibler uniquement des échantillonnages bien construits et bien représentatifs de la population. Alors finalement, quand on fait le bilan et qu'on regarde tous ces éléments qui permettent de définir un test, ça semble être la même diapo, mais il y a quelques changements. J'ai pas mis dans le même ordre parce qu'en fait, la première question qu'il faut se poser, c'est quel est le phénomène mesuré et dans quelle population on veut cibler et pour quel but. Et une fois qu'on a défini tout ça, après, on va se poser la question de la performance métrologique par rapport à l'objectif. Est-ce que c'est la découverte? Est-ce que c'est l'exclusion ou la confirmation? Est-ce que c'est de la prédiction? Et puis finalement, ça revient à se poser une question fondamentale, c'est par rapport à une décision clinique pour un malade ou de santé publique pour la population, quelle est l'utilité potentielle de ces tests? Et pour cela, il faut se poser des questions un petit peu méthodologiques. Donc, je vais passer à une partie méthodologique où on va dire, par rapport au phénomène mesuré, est-ce que le test est capable de le mesurer de manière satisfaisante? Donc, veuillez m'excuser pour ceux d'entre vous qui ne sont pas des épidémiologistes ou qui sont un petit peu effrayés par la méthodo, parce que je vais aller un petit peu lentement, mais il faut faire un petit peu de méthodo. Et puis, excusez-moi aussi ceux d'entre vous qui êtes des épidémiologistes, parce que ça va être des choses que vous connaissez probablement déjà par cœur. Alors, prenons un exemple. Si on veut savoir si un individu est contagieux ou non, ça c'est le phénomène que l'on veut mesurer. On va appliquer un test qui va revenir positif ou négatif. Et on voudrait que ce test soit une bonne mesure, soit un bon reflet de cette réalité qui est que certains individus sont contagieux et d'autres ne sont pas contagieux. Idéalement, ce qu'on voudrait, c'est que le test revienne positif chez tous les contagieux et négatif chez tous les non contagieux. Ça serait le test parfait, celui dont tout le monde rêve, ou celui que fantasment certaines personnes qui disent il faut absolument tester tout le monde tout de suite sans réfléchir plus avant. Parce que la vérité, la réalité
quand on a un test, c'est que certes, on va avoir, on espère, une majorité de résultats qui sont corrects, mais on va avoir des erreurs. Et on va avoir chez les contagieux des tests qui vont revenir négatifs. C'est ce qu'on va appeler les faux négatifs. Ils sont en bas à gauche dans ce tableau. Et puis, on va avoir chez les gens qui ne sont pas contagieux des tests qui vont arriver faussement positifs. C'est ce qu'on a en haut à gauche. À droite, pardon, excusez-moi, en haut à droite. Et en fait, pour la décision et pour juger de l'utilité du test, c'est ces faux résultats qui vont nous gêner. Et donc, finalement, on va se retrouver avec un tableau 2 par 2 que les épidémiologistes connaissent bien. Pour ceux qui ont fait déjà des exercices sur sensibilité, spécificité, ça vous rappelle les choses. Mais en fait, qu'est-ce qu'on va avoir à la fin? On va avoir, c'est en bas à droite, une population cible à laquelle on va appliquer un test. On sait que dans cette population, il y a un certain nombre, un total de contagieux qui sont ceux que l'on voudrait identifier pour éventuellement agir. On discutera de quelle est l'action que l'on peut faire derrière. Et puis, on veut les différencier de tous ceux qui ne sont pas contagieux, qui, a priori, on voudrait les laisser tranquilles ou éventuellement les protéger. Ça dépend un petit peu de comment on voit les choses. Et puis, à la fin, de toute façon, ce qu'on aura pour prendre notre décision, c'est ce qui est dans la colonne de total qui est à droite, des positifs et des négatifs, et il nous faudra bien interpréter et prendre des décisions par rapport aux positifs, qu'est-ce qu'on fait chez les positifs, et par rapport aux négatifs, qu'est-ce qu'on fait chez les négatifs. Est-ce que c'est les positifs sur lesquels on fait une action, on fait un traitement où on les confine, par exemple, ou est-ce que c'est les négatifs que pour lesquels on va dire on laisse tranquille et on les laisse. Est-ce qu'on fait ça? Alors, maintenant je vais vous donner quelques chiffres dans la situation actuelle. Et la première chose que je vais vous donner, ne regardez pas les chiffres tout de suite, regardez plutôt le petit panneau attention qui est complètement à gauche. Pour vous dire, il faut vous méfier des données que je vais vous montrer parce qu'elles ne sont pas garanties comme étant correctes. Et je peux faire même le pari qu'elles ne sont pas correctes. Et de toute façon, elles sont probablement déjà obsolètes. Alors, ça ne fait pas beaucoup de temps qu'on m'a demandé de faire ce webinaire, mais j'ai pris les chiffres de cas confirmés à l'OMS par nos autorités de santé il y a un petit peu moins d'une semaine, vendredi dernier. Ces chiffres-là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que à ce moment-là, il y avait un peu plus de 81 000 personnes qui avaient été confirmées comme ayant le virus. Alors, je fais aussi un autre abus, c'est que je considère que c'est ces gens-là qui sont contagieux. Peut-être qu'il y en a qui ne sont plus contagieux, mais ça, on ne le sait pas. Comme je l'ai dit tout au début, on est dans une situation d'incertitude, mais j'ai besoin de ces chiffres quand même pour vous expliquer ce qu'il faut penser des tests. Alors tout ça, en l'occurrence, ça donne une fréquence de la maladie qui, à ce moment-là, en cas confirmé, aurait touché 0,12% de la population française. Alors, la population française, c'est ce qu'il y a dans le grand total dans le tableau, c'est un peu plus de 67 millions, donc 81 000. Et le test que l'on fantasme, celui qu'on voudrait avoir, qui nous donnerait une certitude et qui faciliterait la décision, c'est celui qui serait positif chez les 81 000 et 94 personnes qui ont eu la maladie ou qui ont eu la maladie à cette date-là, ils seraient tous positifs. Et puis tout le reste de la population qu'on veut laisser tranquille, qui n'a pas été malade, 67 millions pratiquement, il serait négatif. Alors, pour vous expliquer comment on réfléchit sur le test, j'ai pris une autre situation complètement improbable, c'est de dire, et si on faisait ça au hasard, et qu'on faisait un pile ou face? Alors, un pile ou face, vous savez, c'est 50% de chance d'être pile, 50% de chance d'être face. Alors, si on appelait le pile ou face 67 064 000, alors ne vous inquiétez pas, je ne vous demanderai pas d'être volontaire pour faire ça, eh bien, on va avoir la moitié des contagieux qui vont être positifs et puis la moitié des non contagieux qui vont être positifs. Et ce tableau, il n'a aucun intérêt, bien sûr, parce qu'on ne veut jamais avoir un test qui est aussi mauvais que le hasard. Mais simplement pour vous montrer que les paramètres importants, qui est ce qu'on appelle d'une part la sensibilité ici, ce qui
nous permettrait de détecter les contagieux, et la spécificité, ce qui nous permettrait ici de bien rassurer les non contagieux, de les identifier comme étant sains. Et bien, ces paramètres, ils peuvent varier de 50%, c'est vraiment pas faire mieux que le hasard, à 100%, qui est ce qu'il y avait sur le tableau précédent, c'est-à-dire le test fantasmé idéal qui classe tout le monde correctement. Alors, vous vous doutez bien que la vérité, elle est entre les deux. Et la vérité, ça pourrait être, par exemple, le test PCR, donc c'est la recherche de l'ARN du virus au fond du nez. Eh bien, les données très incertaines que l'on a, vous voyez qu'il y a mon panneau, faites attention sur la qualité des données actuellement, eh bien, c'est un test qui a une mauvaise sensibilité, 72,5%, qui est un des chiffres que j'ai trouvé dans la littérature. C'est presque 30% de faux négatifs. Vous avez probablement entendu parler de ce chiffre. Et la spécificité, il y a beaucoup plus d'incertitudes. Et j'ai pris une hypothèse à laquelle je ne crois pas beaucoup pour l'instant, c'est que le test soit très spécifique, pratiquement 100%, mais pas tout à fait 100%, 99,9%. Alors, si on applique la sensibilité aux 81 000 personnes, ben, on va avoir 59 000 à peu près contagieux qui reviendront avec un test positif. Mais si on applique la spécificité de 99,9% aux presque 67 millions de gens qui ne sont pas contagieux, eh bien, rien que le 0,1% de défaut de spécificité va nous donner presque 67 000 faux positifs. Ce qui fait qu'à la fin, le résultat global de l'application de ce test, si on faisait ça sur toute la population française, ça serait qu'il y aurait quand même 22 300 personnes contagieuses qu'on n'identifierait pas, et puis que parmi les positifs, il y aurait une majorité de faux positifs. Donc ça, c'est pas très satisfaisant pour pouvoir orienter les gens vers le traitement, vers le confinement, ou vers, ben, vous êtes tranquille, vous pouvez retourner travailler. Alors, si on prend l'autre test, qui est la sérologie dont on commence à parler, mais qui n'est pas encore complètement disponible parce que son évaluation n'est pas terminée, eh bien, la sensibilité à la spécificité, il y a de grandes incertitudes. Voilà les chiffres que ça donne. Sensibilité quand même un petit peu meilleure que la PCR, à peu près 84%. Donc, on aurait moins de faux négatifs. On en aurait plus que, entre guillemets, 13 000, ce qui est quand même beaucoup de gens qu'on rate. Mais la spécificité qui est bien moins bonne que ce que j'ai utilisé comme exemple dans le tableau précédent, nous donnerait plus de 5 millions de faux positifs. Et vous voyez bien que pour prendre une décision de santé publique, c'est très difficile. Alors le problème, c'est qu'il y a effectivement beaucoup d'incertitudes. Je vous ai fait une autre petite simulation. Et si on arrive dans les semaines qui viennent à augmenter la spécificité pour arriver à 99%, il y a des points d'interrogation partout. Pour l'instant, on y est peut-être, on ne sait pas, les études sont trop petites, on a beaucoup d'incertitudes, ça nous fait encore beaucoup de faux positifs et voilà, on serait bien embêté. Je vais faire une dernière petite simulation à arriver sur quelques réflexions supplémentaires sur qu'est-ce qu'on va faire de tout ça. C'est que je vous ai fait une simulation en disant, mais je vais prendre la sensibilité à 83,9%, ce qui est à peu près proposé comme sensibilité pour les tests sérologiques. Et ensuite, j'ai regardé, si je fais monter la spécificité à être à presque 100%, eh bien, vous voyez qu'ici, la sensibilité n'ayant pas bougé, j'ai toujours 13 000 faux négatifs, mais je réussirais à avoir, si j'avais ce test-là, 13 000 faux positifs. 13 000 faux positifs, ça veut dire que c'est à un près, parce que je n'ai pas coupé les individus en petits morceaux, à un près, j'ai le même nombre de faux positifs que de faux négatifs. Ce qui fait qu'à la fin, j'ai exactement le même nombre de positifs que le nombre de contagieux. Et donc, pour un but purement épidémiologique, ce test est parfait. Mais uniquement pour ce but. Parce que je vais quand même rater 13 000 contagieux,
que je vais éventuellement laisser courir dans la nature, et 13 000 personnes qui n'ont pas de contagion, je vais les confiner chez eux à tort. Donc, c'est un bon test sur la surveillance épidémiologique, mais pas un bon test pour la prise en charge des individus et de la population. Donc, ça veut dire que si on revient sur la définition d'un test, on voit bien qu'il faut bien garder en tête le but du test et l'utilité décisionnelle par rapport à ce but. Et donc là, il faut se rappeler, excusez-moi pour ce diagramme un petit peu chargé, que l'utilité, elle n'est pas du tout la même pour le patient en situation de diagnostic que la situation de dépistage. Donc ici, ça commence en haut à gauche par une consultation, la personne est volontaire, on fait l'anamnèse et on fait le test, et puis il y a plein de résultats. Idéalement, il y a les vrais positifs qui sont au milieu de ce diagramme, ça veut dire qu'on identifie la maladie, on la prend en charge, il y a les effets de la prise en charge qui, on espère, avec le traitement, va diminuer la morbidité reliée à la maladie, et comme il s'agit d'une maladie mortelle, va diminuer la létalité et la mortalité. Mais chez les faux positifs qui sont en bas à gauche, là-bas, dans ce diagramme, eh bien, les seuls bénéfices qu'il y a ici, enfin les inconvénients qu'il y a, c'est la morbidité reliée à la prise en charge. Ici, éventuellement, la morbidité liée à un traitement qui aurait des effets secondaires graves. Et puis, il y a les vrais négatifs, bon, on peut les rassurer, et les faux négatifs qui, eux, n'auront que la morbidité reliée à la maladie. C'est un échec du diagnostic et de la prise en charge, à moins qu'on puisse les récupérer ultérieurement par d'autres tests. Mais ce qu'on veut éviter, de toute façon, c'est les faux négatifs et les faux positifs. Or, là aussi, il y a beaucoup d'incertitudes. Et là, je remercie Simone de m'avoir passé ce diagramme, mais pour lequel il y a beaucoup d'incertitudes. Ça, c'est une proposition qui a été faite par un groupe de chercheurs et qui vous montre un petit peu tout ce qui se distribue en termes de quand est-ce qu'on n'a pas de symptômes à partir du moment où on a été contaminé, quand est-ce qu'on reste contagieux, quand est-ce qu'on devient immunisé, quand est-ce qu'on développe les symptômes, quand est-ce qu'on a besoin d'être hospitalisé ou d'être en réanimation, éventuellement quand est-ce qu'on va décéder. Mais ce sur quoi je veux attirer votre attention ici, c'est que à partir d'une étude en population, on s'est aperçu qu'il y a 50% des gens qui n'ont pas de symptômes. Probablement, jamais. Et qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur combien de temps on reste contagieux. Et avec ce point-là, eh bien, on se retrouve très embêté pour savoir quand est-ce qu'on doit faire les tests et combien de temps on doit faire le test. Donc, dans la situation diagnostique, si on ciblait des groupes à risque, c'est-à-dire que les symptomatiques, et là j'ai fait quelques hypothèses sur les symptomatiques, et que j'appliquais les tests avec des données telles qu'on peut les avoir actuellement, eh bien, on se retrouverait dans une situation où on aurait, excusez-moi, là, il y a une erreur, c'est beaucoup moins que ça, où on aurait quand même une majorité des tests positifs qui seraient liés à des contagiosités. Mais on perdrait quand même toujours les négatifs et tous ceux qui ne sont jamais venus diagnostiquer parce qu'ils n'étaient pas symptomatiques. Alors, c'est complètement différent quand on est en dépistage, parce qu'en dépistage, c'est le même schéma, sauf que c'est nous, santé publique, organisation du système de santé, qui proposons le test. Encore faut-il que les gens acceptent le test, et encore faut-il aussi que les gens acceptent le traitement, alors que on va le proposer à une majorité de personnes qui n'ont pas la maladie, et que la morbidité reliée au test diagnostique et au traitement va être observée chez des personnes qui se sentent bien, puisqu'on va les chercher au moment où ils n'ont aucun symptôme de la maladie. Alors ça, c'est pour le cas habituel, par exemple, le cancer du sein. Qu'est-ce qu'on peut traduire ça dans la situation actuelle en se disant, est-ce qu'on peut faire du dépistage plus ou moins généralisé quand on va sortir de confinement? Mais les questions qui se posent, c'est quel test on va proposer, à quelle population,
toute la population, tous les vieux, tous les gens qui n'ont pas encore été malades? Selon quelle modalité? Quel taux d'acceptation? Qu'est-ce qui va se passer pour les positifs? On va leur proposer un confinement, on va les considérer comme contagieux, mais le confinement, éventuellement, on va l'imposer ou le proposer aux gens qui sont des faux positifs. Est-ce qu'il va être accepté? Quand est-ce qu'on va considérer, comment on va considérer qu'ils ne sont plus contagieux? Est-ce que ça va avoir un impact sur la transmission de l'infection? Et puis, il y a des questions fondamentales comme quand faut-il répéter le test et à quel rythme et avec quel test? Et de toute façon, là aussi, faites attention, ce n'est qu'une proposition que l'on trouve parmi toutes les propositions qui ont été faites dans la population, mais ça explique qu'on ait des difficultés à définir comment on va faire le dépistage. C'est que la stratégie sera probablement une stratégie complexe avec plusieurs tests pour compenser les faux positifs et les faux négatifs. Et puis, il y a une autre chose, est-ce qu'on cible une population à haut risque? Comment et selon quels critères? Est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est les facteurs de risque qu'on commence à voir? Quelles sont les ressources humaines et techniques qui seront nécessaires pour plus ou moins généraliser ce dépistage? Comment on va former les gens? Quelle fiabilité, quelle répétabilité entre laboratoires? Et puis, quel est l'impact sur l'efficacité du confinement, et notamment de l'acceptation? On voit bien qu'il y a des problèmes d'acceptation. Et puis, jusqu'où on va le faire? Est-ce qu'il faut attendre et être confiné jusqu'à l'arrivée du vaccin? Je peux paraître pas très optimiste quand je dis ça, mais voilà le type de questions que l'on doit se poser. Et puis, on peut aussi se poser les mêmes questions pour l'utilisation des logiciels et des applications pour faire du pistage des gens qui ont été en contact. Quelle appli proposer? À quelle population? Selon quelle modalité? Quelle acceptation? On sait qu'il y a beaucoup de réticences, probablement à juste titre, qui ont été soulevées. Qu'est-ce qu'on dit une fois qu'on dit que les gens ont été en contact avec contagieux? Est-ce que c'est un confinement renforcé ou une autre action? Est-ce que ça va être accepté? Quel est l'impact sur tout ce que l'on veut améliorer? Et jusqu'à quand pister? Là aussi, on peut se poser la question. Donc, on est dans une situation de décision dans l'incertitude. Et à ce moment-là, il faut garder en tête, en tant que décideur politique et de santé publique, les éléments de l'éthique, qui sont de garantir que l'on fait plus de bien que de mal, de ne pas faire de mal, de laisser les gens se déterminer eux-mêmes, de choisir d'agir librement et d'avoir la faculté de procurer les mêmes soins pour tous. Et sur cette autonomie, qui est donc la faculté de se déterminer, quelques éléments qui rendent le dépistage et le pistage très, très difficile, c'est que le patient doit pouvoir décider de sa prise en charge après une information simple, loyale et compréhensible. Ça, c'est ce qu'on apprend à tous les médecins sur comment être éthique dans la prise en charge. Et donc, idéalement, il faudrait que la personne devrait pouvoir décider de participer ou non au dépistage, au pistage, après une information qui soit complète, mais qui ici va être forcément compliquée et souvent tronquée parce qu'on a peu d'éléments scientifiques, qui est sujette à conflit d'intérêts, parce qu'il y a des gens qui vont gagner de l'argent en faisant des tests ou en traitant, et souvent incompréhensible. Et puis, le dernier élément, la justice et le dépistage, revenir à la définition et bien informer sur ce que c'est que le dépistage, informer les professionnels, informer les populations. C'est bien une détection précoce pour une intervention précoce. Donc, il faut que ce soit organisé en définissant de manière claire et la population cible et en sachant comment y accéder. C'est quoi les tests disponibles? C'est quoi la stratégie de confirmation? C'est quoi l'intervention précoce? Est-ce qu'elle est disponible? Comment on va faire pour gérer les faux positifs et les faux négatifs? Et comment on met les ressources humaines et financières? Donc, en résumé, et je vais conclure là-dessus, vous avez bien compris que quand on parle d'un test, selon qu'il est appliqué au diagnostic et au dépistage, c'est pas la même chose, qu'il y a de nombreux éléments qui doivent être définis pour caractériser un test et son application correcte au diagnostic et au dépistage. Et vous avez bien compris que dans le contexte où on est, j'espère, que la décision de santé publique concernant l'utilité potentielle des tests
est extrêmement difficile parce qu'on est dans un contexte de grande incertitude et que le grand défi, c'est de faire de bonnes propositions de santé publique qui soient éthiques. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Rachid. Alors, on a eu 120